Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Dans le premier volet, nous avons découvert l'astronome, l'homme de science, le vulgarisateur passionné qui, par ses mots, a ouvert les portes du ciel au grand public. Mais derrière le savant, il y a l'homme, celui qui s'interroge sur les mystères de la vie et de la mort, sur l'âme et sur ce qui subsiste après le dernier souffle. Nous sommes au 19e, en plein cœur d'une époque fascinée par le progrès, mais aussi troublée par l'invisible. Dans les salons bourgeois, des séances s'organisent, les tables tournent, frappent, répondent aux questions des curieux. Les esprits semblent vouloir communiquer. Le mouvement spirit, conduit par Allan Kardec, prend alors une ampleur considérable. Et Camille Flammarion, loin de tourner le dos à ce phénomène, s'en approche avec un profond respect et un œil de chercheur. Entre les deux hommes, une amitié sincère et intellectuelle naît. Flammarion sera d'ailleurs l'un des premiers à défendre Kardec après sa mort, considérant le spiritisme comme un prolongement naturel de la philosophie et de la science. D'autres grandes figures, comme Victor Hugo, partagent cette fascination pour l'au-delà, car il fait lui-même tourner les tables, notamment lors de son exil à Jersey. Alors des expériences qui passionnent Flammarion, convaincu que ces phénomènes témoignent d'une dimension encore méconnue de l'existence. Pour lui, l'univers est un être vivant, vibrant, habité par des âmes en évolution constante. Loin d'opposer science et spiritualité, il rêve d'une réconciliation entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit. Dans ce second volet, nous explorerons ce Flammarion plus intime, plus mystique, celui qui voyait dans les étoiles le reflet de l'âme humaine et dans la mort une simple métamorphose. Et pour nous accompagner dans ce voyage, je recevrai Jonathan Ginet, chercheur indépendant et auteur de l'ouvrage qui sort bientôt, Camille Flammarion et les fantômes. Ensemble, nous reviendrons sur le lien profond entre l'astronome et le monde des esprits, ses amitiés, ses convictions et l'héritage qui nous laisse encore aujourd'hui. Entre science et au-delà, entre ciel et esprit, Camille Flammarion continue de nous inviter à lever les yeux et à regarder autrement. Alors Jonathan Ginet, merci de nous retrouver à nouveau pour ce deuxième volet. On va rentrer dans quelque chose de plus intime, peut-être un peu plus surprenant pour certains, l'attrait de Camille Flammarion pour l'au-delà, pour ce qu'on appelle aujourd'hui le paranormal. Oui, tout à fait. Je vous remercie de me recevoir à nouveau pour le deuxième volet consacré justement à ce domaine un peu moins connu du grand public. Donc son intérêt pour les phénomènes de hantise, pour les apparitions de défunts et d'autres phénomènes. Il s'est aussi intéressé à la télékinésie, à tous les phénomènes qu'on appelle aussi de la métapsychique ou de la parapsychologie. Donc je vous propose, j'ai préparé encore un visuel pour que le public puisse bien voir de quoi nous parlons avec Camille Flammarion. Si vous êtes d'accord, je vais le lancer. Ben, c'est parti. Voilà, c'est parti. Alors voilà encore une photo de Camille Flammarion dans son cabinet de curiosité, à côté de son globe du XVIIe siècle, qui est donc superbe, Ah dont bah on oui, voit là le il est immense. Oui. penseur. Ah oui, il est immense, oui. On voit là le penseur, justement, qui englobe un peu tous les domaines de la connaissance de son époque et du savoir, que c'est un curieux de tout. Là, ça a été pris dans son cabinet de curiosité. Et le globe, je crois, alors attendez, c'est un globe de Coronelli, je ne me trompe pas, donc c'était un artiste italien, et il offrait ce type de globe à tous les grands souverains de son temps, et Flammarion en avait récupéré un, et il en avait, je crois qu'on lui en a fait don. Voilà. Alors, Camille Flammarion utilise aussi une méthode scientifique appliquée à l'étude des maisons hantées en 1923. Son approche n'est plus la même. Il sélectionne des cas de maisons hantées qui lui semblent intéressants depuis 1849. Sa démarche est donc d'abord qualitative et s'attache à valider les témoignages. Voilà. Alors c'est Stéphanie Sauget, qui est une universitaire, qui avait écrit un livre, là, Les Amérantes, en 2012, qui est très intéressant. Et donc, on voit bien
que Flammarion n'est pas dans une démarche de faire du sensationnalisme, de l'extraordinaire. Il veut comprendre ce que sont les phénomènes de hantise et s'il y a réellement des morts qui se manifestent à nous vivants. Voilà. Et toujours dans sa démarche, je crois que je l'avais présenté dans le premier volet, c'est que Flammarion est quelqu'un qui est très préoccupé par la destinée humaine et sur le problème de la survie de l'âme et de la conscience humaine après la mort. Poser des questions très tôt. Voilà. Très tôt, je l'avais dit, hein, donc lorsqu'il était enfant, il avait vu un cortège funèbre et ça l'avait marqué. Et après, étant adulte, eh ben, on va dire, cette sidération face à un défunt se transforme en une recherche de la vérité sur ces phénomènes-là. Alors, je crois qu'il a reçu des milliers de lettres de témoignages, hein, si je me souviens bien. 4156, si ma mémoire est bonne, de lettres qui proviennent de France, d'Europe, des deux continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, d'Asie, d'Inde, même du Japon, hein, du monde entier. Alors ici, je montre un petit peu un de ces courriers qu'il reçoit, un exemple. Alors ça vient du Fonds Flammarion de la SAF. On voit dans le dernier paragraphe, il est indiqué une étude large complète du psychisme n'offre pas seulement un intérêt de curiosité, même scientifique, mais intéresse encore directement la vie, la destinée des individus et de l'humanité. On est vraiment dans une optique de partage avec Flammarion de différentes expériences. Alors ici, il cite les professeurs, alors j'arrive plus à lire là, Ucaya et Lombroso, l'Université de Naples, d'Arsonval, professeur au Collège de France, et de Maxwell, jadis avocat général à Bordeaux, et docteur en médecine, Curie en personne, hein, c'est mentionné. Ouais, Becquerel, ouais. Donc c'est les deux, hein, donc Pierre et Marie Curie, Becquerel, etc. Donc on a ici des savants de premier plan, des intellectuels également importants comme Maxwell qui lui va s'intéresser énormément au cas de médiumnité spirit et aussi au phénomène de hantise. Donc tout ce monde-là à l'époque est en pleine ébullition et cherche à la vérité au travers de tous ces phénomènes dont ils sont, on va dire, les scrutateurs, les étudiants, ils recherchent donc et reçoivent beaucoup de personnes dans leur cabinet où ils vont à domicile, comme Maxwell, pour étudier des médiums, étudier des phénomènes de hantise. Alors Flammarion se déplacera pour sa part dans un cas particulier qu'on va voir tout à l'heure, mais je n'ai pas l'attestation s'il s'est déplacé sur d'autres affaires. On va voir ça donc, je ne vais pas dévoiler tout de suite. Est-ce qu'elles vous paraissent encore troublantes aujourd'hui, même à la lumière Ah, de mais notre esprit qui est complètement. quand même très critique? Non, c'est identique, hein, on a les mêmes phénomènes, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets, on a la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, je dirais que il y a moins d'études de la part en France en tout cas, de Oui, scientifiques. C'est plus laissé au champ, on va dire, des gens, déjà des médiums, etc. Mais on peut pas dire qu'un médium va étudier tout ça. Le médium, il le vit. il C'est pas pareil. expérimente, oui. Il expérimente, il Mm. le vit de l'intérieur, les témoins le vivent des phénomènes. Et bon, là, on a beaucoup de groupes en France, hein, il y a beaucoup de groupes qui étudient les phénomènes paranormaux, hein, dans différents degrés. Voilà. Mais on a moins de chercheurs. Il y a l'Institut métapsychique, quand même, international, qui fait du travail. Et en Angleterre, on a surtout la SPR, qui est très importante, la Société d'études psychiques, qui est plus importante que l'IMI en termes de membres et qui fait beaucoup de travail en Angleterre, notamment actuellement sur le NDE. Vous voyez là dans ce courrier, hommage au maître Camille Flammarion, la médiumnité et l'essence de ceux d'aucuns appellent les phénomènes font partie de ceux qui emplissent partie de l'existence du regretté colonel de Rochas. Alors Rochas c'était aussi quelqu'un qui a beaucoup étudié ce qu'on appelait les tables tournantes. Il a fait énormément d'expériences. Donc, ils étaient à peu près, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes, et avec des esprits par la typologie, c'est-à-dire que le guéridon frappait un coup pour, par exemple, le roi A, B, C, D, etc. Donc, vous voyez, imaginez, c'était très fastidieux à noter. Il fallait Oui, bah attendre oui, A, B, C, D, je pratique, effectivement, c'est... voilà, Ouais, c'est faut avoir du fastidieux. temps devant soi. Voilà.
Et après, ils ont inventé la planche qui va donner l'Ouija plus tard. Mm. C'est une planche, je l'ai déjà dit, je crois, on se met à plusieurs autour, on met les mains et on attend que ça écrive. Voilà, donc c'est un peu l'ancêtre à la fois de l'écriture automatique et l'ancêtre de la planche de Ouija. C'était les premiers temps. Et au fait, et là, vous voyez, il est mentionné dans le domaine abstrait chez Charles Richer, membre de l'Académie de médecine. Alors, Charles Richer va fonder la métapsychique. Donc c'est un personnage de premier plan de l'époque et Flammarion va d'ailleurs se rapprocher de lui. Là on parle du professeur Flournoy, de l'Université de Genève, qui a étudié une médium qui s'appelait Hélène Smith et qui a écrit un livre qui s'appelait Des Indes à la planète Mars, où ce médium affirmait être en relation avec des entités vivant sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter, et faisait des dessins médiumniques médianimique, pardon, médianimique. Alors, quelle est la différence? Est-ce que vous savez que c'est du fait d'un être humain vivant, donc qui va voir des choses par clairvoyance ou clairaudience, et médianimique, l'esprit Qui qui incorpore. lui Mm. Mm. incorpore et va donner des messages ou des phénomènes. Voilà. Donc, on a une incorporation ou pas. Et à l'époque, on disait médianimique. Alors ça s'est perdu. Je crois qu'on ne le dit plus aujourd'hui. Non, non. Je pense que Voilà. on a un peu simplifié. Alors, voilà Charles Richet, donc un grand monsieur, donc prix Nobel de médecine pour sa découverte de l'anaphylaxie. Alors, il était en correspondance avec Flammarion. Ici, on a un courrier que j'ai retrouvé. Tous mes remerciements pour votre beau discours présidentiel. Alors, on est en 1923. Alors, quel est donc ce discours? Flammarion est nommé par les Britanniques président de la Société d'études psychiques de Londres. Et Flammarion étant déjà malheureusement âgé, il a donc, si je ne me trompe pas, il a 80 ans. Il va écrire un très grand discours d'une trentaine de pages où il présente en fait l'état des lieux des recherches sur le paranormal à l'époque. Voilà. Et ses propres convictions personnelles. Ça a été un discours marquant à l'époque qui montre un tournant, c'est-à-dire que Flammarion entérine le divorce entre le spiritisme et entre les recherches en métapsychique, donc ça veut dire paranormal, on va dire aujourd'hui, et des recherches scientifiques. Pourquoi? Parce qu'il estime que le spiritisme, dont il fut d'ailleurs un très grand adepte, il pense qu'il faut que, à tout prix que les chercheurs fassent des protocoles sérieux et qu'on étudie de très près tout cela pour mettre en évidence ou pas, donc la survivance de l'âme et une force peut-être intelligente qui baigne l'univers et avec laquelle on peut rentrer en contact et que peut-être cette force, de temps en temps, nos esprits peut-être s'en servent également pour communiquer avec nous. C'est une vision très particulière, hein. Voilà, donc ce discours, Charles Richer donc, le remercie Flammarion, et Richer est resté toute sa vie en contact avec Flammarion, hein, jusqu'à la fin de ses jours. Donc Flammarion s'éteint donc en 1925, c'est le centenaire cette année. Donc voilà les classifications d'apparitions fantomatiques d'après notre ami Flammarion. Il a trois grandes catégories. Les fantômes, la première, c'est les fantômes incontestablement vus. Ce sont des cas exemplaires servant de base à la classification basée sur l'observation des études entre guillemets de savants. Donc je rappelle qu'à l'époque, on ne disait pas scientifique, on disait plutôt Savant. savant. Ce terme de scientifique est venu plus tard et s'est imposé, je pense, à peu près après la Deuxième Guerre mondiale. On disait plutôt des savants. Bon, voilà, les mots évoluent. Ensuite, fantômes de vivants, donc deuxième catégorie, apparition de personnes encore en vie. Alors ça, c'est des problèmes, vous savez, de bilocation. Ouais, doppelganger, bilocation et autres. Ouais. Voilà, ça peut arriver Ubiquité, qu'on appelle aussi. ubiquité, voilà. Et il y avait des cas, hein, ça peut arriver à tout un chacun. Un jour, quelqu'un va avoir cette ubiquité, on va le voir dans un autre lieu, alors qu'il ne devrait pas y être, etc. Alors le cas le plus célèbre, c'est le Padre Pio, puisqu'il a été fortement médiatisé, c'était un religieux. Donc ça a beaucoup eu d'impact. Enfin, en trois, on a les fantômes et les prémonitions de mort. Apparition liée à une mort imminente, mais avant le décès effectif, il s'agit probablement de cas où l'apparition préfigure la mort. Alors ça, il y a beaucoup de cas et il y en a encore aujourd'hui. Alors ça peut se subdiviser encore en deux sous-catégories, c'est-à-dire que la première serait lorsque quelqu'un décède, il apparaît quelquefois dans la chambre du parent D'un ou proche, ouais. Mm, mm. voilà, un proche, une mère, un Au bout père, de son lit. voilà. Ou alors
avant la mort. Alors là, ça peut concerner la personne qui est malade elle-même, va voir un proche et avec cette impression que ce proche vient chercher la personne mourante. Est-ce que Voilà. certains racontent en maison de retraite Alors, avoir vu leurs proches autour de ouais, leur alors, lit plusieurs jours avant? Oui. je peux apporter un témoignage personnel qui est véridique. Alors maintenant, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais c'est ma propre mère qui, dans son lit, elle était très malade. Bon, je l'avais à la maison. Et elle me dit qu'elle a vu dans la nuit son père lui apparaître et sa mère. Donc ma grand-mère et mon grand-père. Et elle avait compris qu'elle m'a dit, je pense que qu'elle n'en avait plus pour longtemps sur cette terre et qui venait la chercher. Et effectivement, elle est décédée à peu près 15 jours après. Voilà. Donc, j'ai vécu ça. Je peux vous assurer que ça m'a mis mal à l'aise. Et je pense que des cas comme ça, bah, il y en a beaucoup. Oui, tout Mais à on en fait. parle peu aujourd'hui. On en parle peu Ah, c'est parce toujours que compliqué, oui. voilà, on a toujours peur du camp d'Iraton, Bah, faut trouver etc. l'auditoire adapté. C'est pas toujours Voilà, ou évident. d'un ami. Voilà, c'est pas évident. Alors. Après, en 4, on a les fantômes vus au moment de la mort, donc les apparitions simultanées au décès de la personne. On a, alors une note Flammarion, des témoignages abondants. À 5, fantômes de mort vus peu après le décès, apparition peu de temps après la mort d'une personne. Fantômes de mort vus longtemps après le décès, apparition survenant dans un temps considérable. Alors, le temps, la fourchette, c'est entre 10 et 20 ans. D'accord. Euh, Oui, oui. Alors, en fait, il se remarque Flammarion dans toutes ces lettres de témoignages qu'il reçoit que les défunts apparaissent plus souvent entre 1 et 3 ans après le décès. Et après, ça s'estompe et c'est terminé. Apparemment, enfin, c'est le terme qu'il emploie, hein. Ça s'estompe et après, il n'y a plus rien. Ou alors, subitement, le défunt va apparaître, mais alors 10 ans après, alors que le deuil est plus ou moins fait ça dépend des gens. Et tout d'un coup, il y a ce défunt qui va revenir vers le proche. Et le proche, évidemment, reçoit un choc de la vision de ce défunt. Et au-delà de 20 ans, Flammarion note qu'il n'y a apparemment pas de retour de cas comme ça. Alors il pense que 20 ans après, on va dire entre guillemets, ce qui reste du défunt sur cette terre s'en va définitivement. Ouais, Voilà. tout est Mais définitivement ça, effacé, plus de traces, quoi. mais ça, Plus il parle d'écho. pour les hommes familiaux. Voilà. Ouais, Maintenant, il peut avoir des lieux de hantise, ouais. des maisons Oui, où oui. ça reste sur plusieurs siècles. Par exemple, on a le cas qui est très très connu du château de Glamis en Écosse, qu'on appelle, bon, comme toujours, chaque lieu, c'est le château le plus hanté Oui, du c'est monde. ça. Tout le Hein. monde Et à chaque fois, s'auto-congratule. voilà. Voilà, ça plairait à Monsieur Einstein, puisque Einstein disait qu'on était le référent, c'est là où nous sommes, et l'univers commence là où nous sommes. Donc là, c'est un peu pareil. Le château fantôme qu'on connaît, voilà, c'est le référent, c'est là où il y a le plus de fantômes. Tout ça pour vous dire que il y avait un esprit d'une dame grise là-bas qui a été exécutée pendant les guerres, je crois, des Deux Roses, je me trompe pas. Cette personne décapitée, et on la voyait hanter Glamis avec sa tête dans les mains. Voilà. Et avec les siècles, cette apparition a perdu de la consistance et je crois, la dernière apparition attestée, ça donne les années 60. Et là, elle n'était plus apparemment qu'une sorte de vapeur qu'on voyait à peine. Et depuis, je pense qu'il n'y a plus rien eu concernant ce fantôme précis. Donc ça pourrait correspondre à ce que pense Flammarion, c'est-à-dire que plus le temps passe sur cette terre, L'énergie s'amenuise et on voilà, disparaît l'énergie, totalement. ce qui permet aux morts de se manifester, s'amenuise jusqu'à disparaître. Voilà. Après, nous avons les fantômes douteux, donc des cas d'apparition où les preuves sont insuffisantes ou l'interprétation ambiguë. Cette catégorie montre la rigueur donc de Camille, qui distingue les cas solides des cas moins convaincants. Et enfin, les fantômes dans l'histoire, bah tiens, je viens d'en parler, étude des apparitions de fantômes à travers les récits. Alors, il s'intéressait aussi à ce qu'on appelait les chasses dans le ciel, Mm. c'est-à-dire il y avait une tradition en France, dans certains départements, selon laquelle, à telle date, on avait une chasse céleste, et ça correspondait, semble-t-il, à des sortes de spectres à cheval qui tout d'un coup se montraient à telle époque. D'ailleurs, il y a certains, je crois, il y a un ufologue dans 70, pardon. Voilà, c'est Monsieur Bougard de la SOBEPS
qui donc va étudier ces cas dans un de ses bouquins, et également notre regretté Jean Ouais, Sider, ce que qui a j'allais écrit, dire, ouais, je pensais à lui. voilà, n'oublions pas Jean Sider, je vais le garder pour la fin, donc qui a écrit un livre entier sur les Mm. manifestations fantomatiques dans le ciel chez JMG, que je recommande fortement, car il a un peu compilé la plupart des traditions qui sont encore accessibles de nos jours en archives. Parce que Jean Sider a fait un travail Oui. remarquable d'archiviste, non seulement d'ufologue, mais aussi d'archiviste. Il allait aux sources, hein, il allait dans les bibliothèques. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Et voilà le premier livre consacré aux habitants de l'autre monde, qui est en même temps la première publication de Camille Flammarion en 1862. Il a donc 20 ans. Donc c'est un livre qui est basé sur les séances de Mademoiselle Huet, qui était un médium spirit très en vue de l'époque, puisqu'on avait chez elle l'écrivain Théophile Gautier, par exemple, qui était Mm. un fidèle. Il ne venait pas pour étudier, hein, il venait pour entendre les messages. Et nous avons notre ami donc Flammarion qui lui va être très longtemps comment je pourrais dire, à la fois un spectateur, un acteur et un étudiant des phénomènes qui se passent. Il faut savoir aussi qu'un an avant, le 15 novembre 1861, il adhère à la Société d'études psychiques d'Alan Kardec. Et Alan Kardec le remarque immédiatement et va en faire un peu son dauphin. Et il pensait qu'il allait prendre la suite du spiritisme. Et Flammarion et Kardec vont nouer une très très grande amitié. D'ailleurs, pour Kardec, Flammarion, c'était un peu son fils spirituel, hein. Ils avaient une relation presque filiale, c'est pour vous dire la force de la relation entre les deux. Alors, ce sont des messages d'espérance sur la Mm. survie, et il y a beaucoup de citations de la Bible, et notamment des évangiles. Il y a un petit peu aussi l'Ancien Testament. Donc, l'esprit qui se manifeste, en fait, il y a plusieurs esprits, d'après Mademoiselle Huet, qui donc citent souvent les Écritures et donnent des messages également d'amour et d'espérance. Voilà. Et là, Flammarion note tout, donc il va faire, avec l'autorisation de ce médium, il va faire publier ce petit livret qui connaîtra deux éditions différentes avec des textes différents. Voilà, Ah, mais qui d'accord. sont toujours de la même veine. Voilà. Alors, il faut savoir qu'après avoir travaillé très longuement sur tous ces phénomènes toute sa vie, parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas travaillé qu'après la guerre de 14, comme on l'entend souvent, hein, c'est absolument faux. Il y travaille dès la fin du XIXe siècle, et il a écrit L'inconnu et les problèmes psychiques en 1901. Alors c'est un livre qui traite essentiellement des rêves, des prémonitions, et vous savez que Flammarion a très probablement rencontré Freud à Paris, chez le docteur Charcot. Il faut savoir que Flammarion et Freud, il va à Paris à l'invitation de Charcot. Et Flammarion, à la même époque, est également invité par Charcot pour étudier ce qu'on appelle les cas d'hystérie. Bon, parce que dans les cas d'hystérie, on a des phénomènes qu'on pourrait qualifier Mm. de paranormaux. On a par exemple des parlers en langue, on a des gens qui disent qu'ils ont un esprit démoniaque, etc. Donc ça intéresse beaucoup Freud, Flammarion et bien d'autres d'ailleurs qui sont Mm. à l'invitation de Charcot. Et donc là-bas, Flammarion nous fait son livre à la même époque sur les rêves, et il est probablement issu d'une... Alors ça c'est une hypothèse, j'ai pas les preuves, mais je pense que c'est issu de discussions très fécondes avec Freud, à mon avis. Donc c'est une piste que je suis en train d'essayer de défricher. Et il nous écrit ce magnifique livre, Les fantômes et les sciences d'observation, qui va être inédit. C'est-à-dire qu'en 1924, il écrit, malheureusement, il n'a pas le temps de l'éditer, il va décéder le 3 juin 25, et c'est sa femme Gabrielle qui en a la charge. Et ici à droite, malheureusement, Madame Flammarion ne le fera jamais éditer, et donc c'est lui qui va la faire éditer donc en 2004, presque plus de 80 ans après, chez JMG. Donc, qui est un très gros livre, qui est une référence. Et là, je vais extraire de ce livre quelques cas qui sont étonnants, comme Chevreul. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, on a des grosses pointures de la science qui sont témoins dans leur vie
de phénomènes paranormaux et qui n'hésitent pas à en parler à l'époque. Alors, Michel Eugène Chevreul, qui est un chimiste, qui a 28 ans à l'époque des faits, donc quelques jours avant l'occupation de Paris en 1814 par les Prussiens, donc, Chevreul vit une forme pâle et blanche, semblable à un cône surmonté d'une sphère, entre les fenêtres de son bureau. L'apparition immobile et angoissante disparut lorsqu'il passa devant. 3 mois plus tard, il apprit la mort d'un ami qui lui avait légué sa bibliothèque, approximativement au moment. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Et il n'hésite pas à en parler à Flammarion et il s'en cachait pas. Alors Chevreul, c'est une très grosse pointure de la chimie, donc il ne craignait personne, hein, donc il pouvait en parler en toute liberté. Et à cette époque-là, il y avait plus de respect. C'est-à-dire que de nos jours, si quelqu'un comme ça parlait d'un phénomène paranormal, il serait très vite discrédité, on Mm. se Ah moquerait bah, de il serait lui, etc. catalogué, oui, oui. Voilà, alors qu'à cette époque-là, c'était pas tout à fait la même chose. Alors, il y avait des sceptiques, il y avait des journaux satiriques où on pouvait se moquer des gens, mais ça s'arrêtait là, hein. Quelqu'un comme Chevreul était intouchable. Alors, ensuite, on a Goethe, donc, qui est un poète et philosophe, qui est aussi un très grand esprit Mm. du début du 19e siècle et fin 18. Un soir d'été pluvieux à Weimar, Goethe vit son ami Frédéric, qui était censé être à Francfort, habillé de ses vêtements. Son compagnon ne vit rien. Goethe rentra chez lui et trouva Frédéric qui s'était habillé avec ses vêtements après être arrivé trempé par la pluie. Goethe a également eu une vision prémonitoire de lui-même portant un costume particulier, vision qui se réalisa 8 ans plus tard. Alors là, on est à la fois dans les visions prémonitoires et dans une bilocation de son ami Frédéric qu'il a vu alors qu'il n'était pas sur place. Vous voyez, c'est Ouais. intéressant. Alors, en 3, on a le général Berthaud, qui est quand même le directeur du service géographique de l'armée. Il y a discussion entre Camille Flammarion et le général Berthaud concernant une apparition d'officier. Berthaud considérait les apparitions comme des phénomènes réels, mais des illusions produites par la pensée sans réalité matérielle. Alors lui, Une sorte voilà, de c'était projection, hein. une projection, c'est un peu, il est un peu, il est moderne, Berthaud. Mm. C'est-à-dire même par exemple en ufologie, il y a certains qui pensent Mm. que le phénomène ovni est dans la conscience à l'intérieur de nous, et lui pense un peu ça pour les apparitions fantomatiques, que c'est une production de l'esprit dans un champ de l'esprit qui est encore inconnu. Donc il rationalise tout en admettant les faits. C'est Alfred Russel Wallace, c'est un grand naturaliste britannique. Donc, initialement sceptique, père d'une théorie d'évolution avant Darwin, a finalement été convaincu de l'existence des fantômes, comme en témoigne dans son livre Les miracles et le moderne spiritualisme. Il relate ce cas. Le capitaine Whitcroft, officier militaire, le 14 novembre 1857, Madame Whitcroft rêva de son mari, alors en Inde, debout près de son lit, pâle et l'air troublé. Elle se réveilla et vit la même apparition. Le ministre de la Guerre annonça plus tard sa mort le 15 novembre devant Lucknow, mais la date fut corrigée au 14 novembre après enquête. Donc là, on a une apparition d'un défunt qui meurt donc au combat et qui est vu par son épouse. Donc Wallace va lui aussi étudier de très très nombreux cas de l'Empire britannique, comme on disait à l'époque, et va en faire des études qui seront publiées dans plusieurs ouvrages de l'époque. Et comme de juste, Darwin en personne, entre parenthèses, s'intéressera également à ça. Voilà, mais ça se dit plus aujourd'hui. Non, c'est ça. Voilà, il faut pas trop le dire. Il faudrait Tsunemoto. Alors, alors ça, c'est encore encore un grand monsieur. Vous savez que William Crookes, sans ses travaux, on n'aurait pas eu la télévision, puisqu'il a inventé le tube cathodique au cours de nombreuses expériences. C'est un grand chimiste et physicien, et c'est également un passionné de métapsychique et de spiritisme. Alors lui, par contre, il a une petite faiblesse. Alors, il va étudier de très très près un fantôme qui est Cathy King. Alors, Cathy King est produite par un médium, une femme donc, et Cathy King est un petit peu chippie, quoi. C'est un esprit qui va tirer la barbe de Monsieur Crook, qui va tirer les cheveux d'une autre personne, facétieux, dont, figurez-vous, Crooks va tomber amoureux. Voilà. Et ça, alors là, c'est pas bon parce que du fait qu'il tombe amoureux, il va perdre de la crédibilité, puisque lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, quelquefois l'amour est aveugle et on ne voit plus Il y a les, moins de discernement, on va dire. à l'époque, Crook s'est fait berner. C'est ça le souci, parce que la médium qu'il étudiait n'était pas très honnête, ça c'est clair, et elle a produit des faux, et elle avait, en fait, on sait aujourd'hui qu'elle avait une comparse. Alors, il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, les médiums
exiger d'être dans le noir et d'avoir un cabinet tendu de noir, c'est-à-dire une petite pièce, enfin quand je dis une pièce, c'est un grand mot, un endroit d'une pièce où on faisait une sorte de Une toile petite de tente, tente, ouais. voilà, de drap noir, et à l'intérieur était censé se matérialiser les esprits, ça pouvait aider le fluide, comme on parlait de fluide à l'époque, Oui, bah, d'ectoplasme et autres. d'ectoplasme à se matérialiser, voilà, et que l'amour l'a rendu aveugle. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors après, on a un autre médium, alors lui c'est une autre paire de manches encore, c'est Douglas, on l'appelait Didi Home, Douglas David Home, qui a été étudié par William Crookes. Alors là, c'est une gravure qui le représente. Alors il est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand médium de tous les temps. Alors c'est vrai que les phénomènes qu'il pouvait produire, c'était extraordinaire, hein. Il était capable, alors on l'a vu, léviter devant une commission de plusieurs savants et être capable, alors je ne me trompe pas, il a été expérimenté à Cambridge, l'université de Cambridge, et il est passé par la fenêtre et il a rejoint beaucoup plus loin une autre tour de l'université. Donc il a fait une sorte il planait dans l'air pour aller de l'autre côté. Bon. Alors, des tours comme ça, il en a fait beaucoup, des instruments de musique qui jouent tout seul à distance, des objets de toutes sortes qu'il fait léviter, des gens qu'il fait léviter, etc. Il s'est produit devant beaucoup de monde, que ce soit en Angleterre ou en Europe, devant Napoléon III, l'impératrice, etc. Et alors, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que on peut dire que c'était un prestidigitateur dont il n'a pas dit qu'il l'était, quoi? C'est-à-dire, à Mm. l'époque, on a, comment il s'appelait, le grand Houdin en Ouais, France, qui l'a mis en doute et qui a pensé que, en fait, que c'était qui maîtrisait parfaitement la digitation, mais qui ne le disait pas. Alors, à côté de ça, il faisait aussi ce qu'on appelle le mentalisme. Il était mm. capable de lire, de deviner des choses, des chiffres qu'on avait, ou de lire dans des pensées. Alors, ce personnage reste flou et controversé. Vous avez encore aujourd'hui des chercheurs anglais qui pensent qu'il était mi-fraudeur, mi-honnête. Voilà, ils pensent qu'il y a une partie qui est réelle et une partie qui est de la fraude, dans le sens qu'il faisait de la magie et d'illusion. Et donc, on ne sait pas encore aujourd'hui, malheureusement, Ouais, ça c'est restera un compliqué, hein. débat compliqué et ouvert. Alors, Flammarion l'a étudié également de très près et reste très prudent sur ses conclusions. Alors, Flammarion, il disait aussi à propos de Zappia Palladino, par exemple, qu'il a pris aussi en flagrant délit d'ailleurs, de trucage Mm. sur la lévitation d'un objet à Juvisy, c'est qu'il pense que certains médiums ont vraiment des dons, mais on les presse tellement comme des citrons Ouais, au final, on les pousse à faire de la fraude pour ne pas décevoir ou le ouais, c'est public. ça. Il faut Ou fournir des preuves, fournir voilà, des phénomènes voilà. finalement à chaque séance. Donc on est un peu dans le. Dans le domaine de la médiumnité de l'époque, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une part de vrai et il y a une part de fraude. Et par, parce qu'on veut convaincre à tout prix aussi. Voilà. Bon. Alors ensuite, on a le chanoine Carmichael, ecclésiastique, qui récemment décédé, apparu dans la chaire de l'église Saint-Paul de Dublin, qui est vu par sa fille. Le vicaire, un ami de la famille, deux paroissiens. Ça aussi, ça a été étudié par Flammarion. Vous voyez cette Mm. petite église Saint-Paul de Dublin. Il y en a, alors j'ai trouvé très peu de photos sur Internet de cette église. Ensuite, on a le lieutenant David Connell qui est aviateur. Donc en 1918, à 11h30, il informe son camarade Larquin qu'il reviendrait pour le thé. À 15h30, Larquin vit Connell dans sa chambre en uniforme d'aviateur, lui disant qu'il était de retour. Mais Connell est décédé dans un accident d'avion vers 15h25, vous voyez. Ah Donc oui, on a encore un cas d'un mort qui va se manifester, enfin au moment de la mort, se manifeste à son ami. ah, c'est troublant, ouais. C'est étrange quand même. Mm. Voilà. Bon, ça pose question. On remarque aussi, alors Flammarion et d'autres, hein, c'est pas le seul, remarque pourquoi, lorsqu'on meurt, on apparaît habillé.
Pourquoi on n'a pas finalement un corps de gloire, je ne sais pas, un corps luminescent, etc. La plupart des spectres sont habillés. Et c'est la même remarque d'ailleurs qui a été faite il y a quelques années par mes amis de l'IFRES, notamment Joël Uri, qui se Mm. demandait si l'IFRES, ils font des expériences avec une machine Des pour avoir lasers, la vapeur et autres. des photos spirit améliorées, hein, Ouais. nettement améliorées. Et il se demandait pourquoi les défunts apparaissaient dans les photos habillés avec une cravate ou une chemise ou avec des objets. C'est vrai que ça pose question. Alors ici, on a encore une autre affaire d'un abbé, donc l'abbé Déroulède, je crois, qui est mort vers 1910. L'abbé Déroulède fut vu à plusieurs reprises, donc son successeur entendit frapper à sa porte 2 nuits de suite. Sa mère le vit 2 fois dans le jardin du presbytère et les enfants le virent près de la table de communion de l'église. Et on va aller voir maintenant la grande enquête de Flammarion, que j'appelle par jeu un peu l'Amityville français. Vous allez voir. Enfin, bien plus sérieux qu'Amityville. Là, on va aller dans une enquête qui a tenu à cœur à Camille Flammarion, qui est l'extraordinaire affaire du château des Noyers, au Tourneur, dans le Calvados. Alors, c'est une enquête Le château, pardon, a été bâti en 1830 à 150 mètres d'un château précédent qui était abandonné et dans lequel on avait déjà des cas de hantise, D'accord. de revenants qui venaient hanter les lieux. Et en 1984, c'est la fin de ce château, puisqu'il va être détruit par un incendie, à l'exception là, des fenêtres qu'on voit ici, de cette partie qui sont en plus l'épicentre des phénomènes dans cette maison. C'est ce qu'on appelait la chambre verte, qu'on va voir ensemble. On a quand même 25 C'est ce témoins. que je voyais, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Ça s'est passé dans les châteaux et les jardins donc autour qu'on voit ici pendant 4 mois, d'octobre 1875 à janvier 1876. Donc là, c'est les événements antérieurs dont je vous ai parlé. Alors ça, Flammarion, ça l'intéresse au plus haut point et ça va former un chapitre de son livre Les Ils maisons ont hantées. hanté. Ouais. Et de mon côté, j'ai analysé en profondeur tout ça et j'en ai fait un développement important dans mon propre livre à paraître le 15 novembre, que je ne vais pas trop dévoiler ici, et où j'ai vraiment approfondi beaucoup de choses qui ne l'avaient pas été. Et franchement, c'est un cas qui est, pour moi, très solide. Et qui a un coefficient d'étrangeté qui je mettrais à 10, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, c'est 10. 10/10, Alors, un niveau étrangeté, bizarrerie, donc on prend. qui est habité par une famille qui va donc aménager à l'époque. Qu'est-ce qui se Après, passe dans cette maison? voilà, on a du mobilier déplacé, Un grand des coups classique. et bruits violents, voilà, des bruits de pas, des objets tombants, des fenêtres s'ouvrant toutes seules, des cris et des voix, des phénomènes divers, des clés qui tombent toutes seules, par exemple, dans les serrures, de l'eau qui tombe, l'orgue, alors ça doit être, il y avait un orgue qui jouait tout seul la nuit. Ouais, ça donne une ambiance effectivement un petit peu particulière. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, Alors c'est pas après, on mal, a ouais. des exorcisme, parce qu'il va y avoir un exorcisme, parce qu'il y avait un prêtre qui était le précepteur des enfants de la famille, et apparemment l'esprit se concentre aussi sur ce prêtre, hein. Il lui fait vivre beaucoup de misère. Donc il y a un exorcisme, ça va s'arrêter, puis ça va reprendre. Donc On effectivement, est on a un petit quand- peu tout quand on ouvre l'armoire du paranormal, on a un petit peu tous les tiroirs qui sont représentés. Voilà, Il y a de quoi faire un bon voilà. film, effectivement. Il y a de quoi faire un bon film. Alors, on a des chiens apeurés, bon, ça c'est un grand classique. Et aussi, on a une tentative de résistance, car il y a un officier de gendarmerie qui est convaincu qu'en fait, il y a un farceur là-dedans. Et alors lui, il sort son arme carrément, et il tire, et bien entendu, il n'y a rien du tout. Par contre, son couvre-pied est tiré, et il se retrouve hop, en pyjama sur son lit, avec son pistolet. Voilà, donc l'esprit se moque de lui. Voilà. Et en plus, vous vous rendez compte, il aurait peut-être tué quelqu'un là, sans Oui, c'est problème, ça, hein. il aurait pu, effectivement. Donc heureusement, il y a pas de mort, mais par contre, le fantôme, ben, il lui a bien rendu. La propriétaire, voilà, c'est Madame Pauline de Cussy avec son mari, et ce sont des aristocrates. C'est la témoin principale de l'affaire avec son fils, le prêtre, et un peu également, comment elle s'appelait, sa domestique qui se fait appeler Amélina à l'époque. En fait, ils ont des pseudonymes, hein, parce qu'à l'époque, Ouais. le Flammarion ne pouvait surtout pas être connu. Et on dit le château du thé à l'époque. On dit même pas château du Tourneur. Donc comme ça, Garder un petit l'anonymat. peu d'anonymat, ouais. Et oui, ça. Et puis comme c'était des gens, des notables, il fallait faire attention. Voilà. Bah, un petit peu comme on Donc fait maintenant quand on fait une enquête, du coup, voilà, c'est paranormale, pareil. C'est la même chose. ou qu'on fait de l'urbex, on a tendance à mettre un pseudonyme Voilà, pour c'est cacher un petit pareil. peu la localisation réelle.
Voilà. Alors, elle entend des bruits étranges, des coups frappés, des déplacements d'objets. Elle est victime du déplacement de sa table de nuit, de sa couverture, elle aussi. Elle ressent une présence oppressante, arrivée par plusieurs fois. Elle est confrontée à des phénomènes et non, physiques expliqués. Par exemple, elle a des pressions sur sa main, sur son bras, sur les épaules. Sa table de nuit, effectivement, si je ne me trompe pas, elle est devant sa table de nuit. Tout d'un coup, elle part d'un coup sur la droite et elle se renverse. Donc, il y a des forces en œuvre dans cet endroit très puissantes. Oui, bah, c'est ce Voilà, qu'on se dit, parce qu'il faut quand même effectivement à cet esprit un sacré voilà. C'est tonus même, pour pouvoir arriver voilà, effectivement à bouger des choses. voilà. Et aujourd'hui, le maire actuel de la ville, si je me trompe, j'espère qu'il est toujours en place, hein, je pense, lui, il fait des visites, hein, il fait des visites donc de l'endroit avec des groupes, avec des gens qui sont intéressés. Et si je me trompe pas non plus, c'est un descendant d'une personne qui avait été témoin des phénomènes à l'époque. Ah, Voilà, donc intéressant. oui, c'est un monsieur qui a un héritage en quelque Oui, sorte. Euh, il le fait vivre dans sa commune. Et c'est tout à son honneur, sinon ça serait oublié. D'ailleurs, oui, là, ils l'ont vendu, ils sont partis. Après, ça a été racheté. Et apparemment, il n'y a plus de phénomène vraiment significatif, hein. d'accord. Donc, conclusion de Camille Flammarion sur l'affaire du château des Noyers. Camille Flammarion conclut que le cas du château du Calvados est un des exemples les plus remarquables et documentés de phénomènes de hantise. Il souligne l'authenticité des témoignages et la bonne foi des témoins, notamment des prêtres. Bien qu'il n'adhère pas explicitement à l'interprétation diabolique privilégiée par les témoins, ah oui, parce que je oublié de vous dire il y avait deux prêtres, ils sont convaincus que c'est le diable qui est là, hein. Mais ça, bon, c'est normal, ils C'est un peu sont leur donc, fonds de commerce oui, aussi. voilà. Voilà. Alors C'est Flammarion un n'est pas peu du comme tout. les Warren. Ed Voilà. Warren est démonologue, donc ça l'arrange plutôt de trouver des démons, comme ça du coup, Voilà. il a de quoi Enfin, faire. sa conclusion principale est qu'il existe des forces invisibles à l'œuvre, sans toutefois les identifier précisément. Il préfère reporter les recherches explicatives après avoir accumulé davantage d'observations similaires, adoptant une approche scientifique, prudente et ouverte. Il met l'accent sur la nécessité d'étudier ces phénomènes sans idée préconçue. Voilà, Mm. très important. Et lui va comparer effectivement avec d'autres cas, dont un cas qu'on va découvrir tout dans quelques instants qui a été, lui, enquêté, deviné par qui? Par le fameux Papus. Papus, donc Gérard Ancos, fondateur du martinisme et grand ésotériste devant l'Éternel, qu'on va donc découvrir. Ça, c'est le dossier de Valence-en-Brie, 1887-96. C'est un autre cas de maison hantée qui a été très très connu à l'époque et qui a été même relaté dans la presse régionale et nationale. Savoir que les deux hommes sont en relation épistolaire, ils se sont vus également. Papus lui a ouvert les colonnes de sa revue L'Initiation. Et que Flammarion est très sensible au christianisme ésotérique, donc le martinisme, ainsi qu'à d'autres traditions comme la théosophie. Et Flammarion et Papus entretiennent cette amitié également. Et ils ont un respect mutuel. Et apparemment, Flammarion, par contre, semble, je dis bien, s'être déplacé à Valence-en-Brie pour voir les témoins. Voilà. Alors, Papus en a fait un bouquin qui est un petit peu rare aujourd'hui. La maison hantée de Valence-en-Brie. Alors, on peut le trouver sur Gallica en téléchargement gratuit, qui est publié en 1896. Vous voyez, là, et à droite, vous avez la revue L'Initiation. Donc, c'est le numéro 11 d'août 1896, où on a un article, La maison hantée de Valence-en-Brie, de Papus. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. C'est un petit village de l'époque où se produit des phénomènes assez costauds. Les premiers faits se déroulent donc en 1887 à Valence-en-Brie. Tout commence avec Isabelle Pelletier, la jeune servante qui entend une voix mystérieuse dans la cave, suivie de phénomènes étranges dans la maison. Les meubles sont déplacés, des objets volent et une voix injurieuse se fait entendre partout. La gendarmerie et un commissaire de police mènent une enquête, mais aucune explication n'y est trouvée, et les manifestations cessent après une nuit sans événement. En 1896, le site de manifestations troublantes lorsqu'une voix caverneuse menace Madame Lebègue, malgré les tentatives pour fuir, la voix la suit, provoquant davantage de dégâts matériels. L'abbé
Schneebelin tente de rétablir la paix en attaquant les murs d'où semblent venir les Mm. voix. Initialement accusée de supercherie, la famille finit par voir son histoire acceptée, éveillant même l'intérêt des occultistes, notamment du docteur Ancos, qui explore cette étrange affaire. Oui, alors ça, c'est encore, vous voyez, ça ressemble quand même à l'autre cas, Ouais. et donc plein d'autres cas. Et là, le fameux abbé avec son fusil, voilà, c'est paru dans un quotidien de l'époque. Donc photographie, alors ça, c'est en fait, c'est une photographie qui a été gravée. Enfin, à l'époque, on ne pouvait pas encore imprimer les photos comme ça sur plaque, c'était pas facile. Donc on faisait en fait une gravure d'après photo. Donc de l'abbé Schneebelin venant de tirer des coups de fusil dans les meubles et les murs de la maison de Valence-en-Brie pour en chasser les esprits. Alors lui, il a la méthode forte, hein. Ouais, Et la méthode Chuck Norris, on va dire. Chuck Norris, vous voyez, c'est pas la peine d'aller prendre des cademéters ou des enregistreurs à bruit blanc. Vous prenez un fusil, vous tirez, et puis voilà. Ouais, après, on se pose la question sur qui a fait le plus de dégâts finalement, l'entité Voilà, ou le exactement. fusil, on ne sait pas. D'ailleurs, l'attitude de cet abbé sera violemment critiquée par les anticléricaux de l'époque, le moquant, en disant, voilà, nos abbés qui Mm. prennent des fusils pour tuer des morts. Voilà. Des gens déjà morts. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, mais bon. Il aurait peut-être pu mettre des balles en argent, je pense, si c'était un Louis Oui, bah oui, XI. peut-être. Ou, des Voilà. gousses d'ail pour un vampire, on ne sait pas. Voilà. Alors, on a huit, là, ici, catégories de phénomènes, donc qui sont intéressantes à voir. Donc, les fameuses voix. Isabelle Pelletier entend une voix lui dire «Et la ptiote», suivi d'autres voix injurieuses et vulgaires qui se font entendre à travers la maison. Donc, c'est un esprit quand même désincarné qui n'est pas bon. Un peu Alors, si on peut trivial, parler oui. en langage spirit. Deux, éteignage de la bougie. La bougie tenue par Isabelle s'éteint soudainement après avoir entendu la voix. Alors ça a été récurrent. Trois, déplacements d'objets encore. Les meubles sont déplacés, les fauteuils renversés, les objets sont projetés à travers les pièces. Quatre, des bris de vitres. Les vitres des fenêtres volent en éclats. Cinq, injures et menaces. La voix profère des injures et des menaces à l'encontre des habitants de la maison, y compris lors de la présence de visiteurs, du maire et des magistrats. Six, chute d'objets. Des pierres et des pièces de monnaie tombent dans la chambre de Madame Lebègue. Alors voilà, on a aussi dans ces cas des choses étranges comme ces pierres qui tombent souvent chaudes, et des apports de pièces de monnaie qui sortent d'on ne sait où. Bon. 7. Suivi de la voix. La voix injurieuse suit Madame Lebègue lorsqu'elle est transportée dans une maison voisine. Ah oui, parce qu'il faut vous dire qu'en plus, elle est victime de lévitation involontaire, et elle est transportée sans le vouloir dans une autre pièce, à l'extérieur de la Oui, maison, ça doit être etc. effrayant de plus être Ah, c'est maître finalement effrayant. de son corps, oui. Elle est effrayante, c'est effrayant. Alors 8, intervention de l'abbé Schnebelin, et donc il perce les murs et les meubles avec une épée. Ah oui, alors lui, il était de manière forte, hein. Une épée, une arme à feu pour rétablir la tranquillité. Alors, c'est vrai que c'est assez rigolo. Ce qui semble ensuite atténuer les manifestations. Donc ils ont peut-être eu peur. Alors évidemment, comme ça semble atténuer les manifestations, j'avais lu aussi que certains, alors, les gendarmes de l'époque, avaient pensé qu'il y avait quand même quelqu'un derrière, puisque comme par hasard, il tire au fusil et il prend son épée, alors ça s'arrête pas, ça s'atténue. C'est-à-dire qu'il y a encore les voies, mais apparemment les fenêtres de déplacement s'arrêtent. Mais bon, ça n'explique pas tout. On a les points communs entre le château hanté du Noyer et la maison hantée en question. Donc, qu'est-ce qu'il y a en point commun? On a des déplacements d'objets sans cause apparente, donc des meubles, etc. On a des bruits violents. Les deux histoires indiquent des bruits étranges et violents, que ce soit des coups frappés sur des murs ou des bruits similaires à des chutes d'objets, créant une atmosphère de tension chez les témoins. Trois, des voix mystérieuses, des voix ou des sons inhabituels sont présents dans les deux cas, que ce soit des cris aigus dans le château ou des injures dans les maisons de Valence-en-Brie. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans le château des Noyers, ils entendaient des bruits, quand on parle de bruit aigu, ça semblait être des cris d'enfants, mais stridents, ou des cris de femmes qui venaient du jardin. D'accord. Et ils avaient des chiens, et alors, ils ont eu des réactions différentes. Quelquefois, ils se cachaient, ils étaient terrorisés, ou d'autres fois, ils allaient au devant, mais il n'y avait rien du tout. Voilà, c'est pour rien. Donc, c'est quand même très mystérieux. Mm. Ça reste étrange. Alors, différence entre les cas. Vous voyez, il faut toujours essayer d'analyser les cas, des cas comme ça importants, et de voir les points communs, les différences, pour essayer de comprendre un peu déjà, de quantifier les phénomènes, de déterminer leur nature. C'est important déjà pour réfléchir. Donc, nature des bruits et des voix. Donc, au château des Noyers, les bruits se sont liés à des sons imitant des pas humains ou des bruits de chute d'objets lourds, alors qu'à Valence-en-Brie, les voix sont spécifiquement injurieuses, ça s'adresse directement aux habitants.
les manifestations physiques, au Château des Noyers, il y a une variété de phénomènes, fenêtres s'ouvrant, cris de différents types, tandis qu'à Valence, Chambry, les manifestations se concentrent principalement sur les voies et quelques objets tombant, notamment des pierres et des pièces de monnaie. 3. Impact des voix. La voix du château des Noyers ne semble pas suivre des individus ou être spécifiquement personnalisée à quelqu'un, alors que là-bas, à Presque comme si Valence-en-Brie, c'était du résiduel, hein. voilà, ça Mm. suit les gens. Donc, il y a un ciblage personnel. Et enfin, réaction des habitants. Au château des Noyers, les témoins semblent davantage habitués à la présence de tels phénomènes, alors qu'à Valence-en-Brie, les réactions sont plus choquées et désorientées, entraînant la nécessité de faire appel à des autorités, et notamment la gendarmerie. Donc, l'approche de la méthodologie de Camille, alors là, on va sortir de ces cas. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son approche? Alors, il préconise une observation rigoureuse, la collecte des données, des témoignages sur des phénomènes surnaturels, sans préjugés, car l'observation des faits doit primer sur les dogmes scientifiques ou autres. C'est-à-dire, quand vous enquêtez sur un domaine, il ne faut pas dire, ah ben voilà, c'est un esprit forcément, etc. Il faut aller sans préjugés. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi dans le champ de l'inexpliqué, pas forcément des esprits, ça peut Mm. être aussi des phénomènes, comme on dit, d'une force psychique inconnue qui est un peu partout. Ça peut être, qui sait, même d'ordre ufologique quelquefois, on ne sait pas très Ouais, bien, c'est donc il ça. faut rester prudent. Avoir toujours l'ouverture d'esprit. Donc il encourage à considérer les phénomènes inexpliqués sans les rejeter comme des illusions, ce qui est crucial pour explorer des domaines souvent négligés par la science. 3. Avoir une analyse historique en citant des exemples d'idées rejetées par le passé et souligne l'importance de réévaluer les croyances établies face à de nouvelles preuves. Ça, c'est très important. 4. Équilibre entre scepticisme et curiosité. Il préconise une approche qui maintient un scepticisme scientifique sans être extrême, afin de rester réceptif aux découvertes authentiques. 5. Exploration des capacités humaines. Flammarion plaide pour une étude approfondie des capacités psychiques humaines, souvent méconnues, afin d'en comprendre la nature et l'impact. Et enfin, une approche scientifique. Il insiste sur l'importance d'adopter une méthode scientifique rigoureuse pour explorer le monde psychique via l'expérimentation et la collecte des données. Donc, résumons, Flammarion préconise une méthodologie intégrant l'observation, l'ouverture d'esprit, l'analyse historique, le scepticisme équilibré, l'exploration des capacités humaines et rigueur scientifique pour investiguer les mystères du paranormal. Donc Voilà. une vraie Ça, science de l'invisible. voilà. Et son fameux principe qu'il a toujours dit, ne rien nier a priori, ne rien affirmer sans preuve. Très important. Parce que croire sur parole n'a aucune valeur dans une enquête, dans une étude. Voilà. Si on croit sur parole, ça devient, on est dans le domaine du religieux. La C'est un peu croyance, ouais. dans le domaine dans lequel qui nous intéresse, ou même des fois en ufologie. Il ne faut pas accepter comme ça des témoignages, il faut toujours enquêter, etc. Sinon, on est dans le domaine religieux. C'est plus dans le domaine d'une étude, d'une enquête, ça n'a plus rien à voir. Mais dans une optique de recherche pour essayer de connaître la vérité, une information sans preuve n'a aucune valeur. Voilà. Mais il ne faut pas nier non plus a priori. Il faut étudier. Alors, c'est difficile. Alors, les héritiers de Camille Flammarion, dans l'étude des hantises, on a en France le professeur Robert Toquet de l'IMI, Institut Métapsychique, qui a été très en vue dans les années 60, qui était connu à l'époque, hein. Il a fait énormément d'enquêtes. Il a repris d'ailleurs l'histoire du château des Noyers également. C'est un astronome aussi et un chimiste. Il a été membre de la Société astronomique de France, de Flammarion. Il a connu Flammarion d'ailleurs à la fin de sa vie, hein. Il avait Mm. connu, alors il a dit que c'était un homme extrêmement humble, très gentil et qui était d'une rare, alors excusez-moi le mot, d'une rare clairvoyance dans son approche de ces phénomènes-là. Voilà. Après, on a Tisanet. Ah bah oui, c'est Et ça, ouais. voilà, Émile Tisanet, qui est un gendarme qui s'intéresse énormément aux phénomènes de hantise. Mm. Il a écrit 2 livres principaux, parce qu'il y en a d'autres, hein. Il y a aussi Ouais. sur les apparitions de la Vierge, Oui, tout par ce qui exemple. apparaît sur Marial, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y en a encore d'autres, hein. Alors, les Oui. plus connus, c'est le mystère des maisons hantées et l'autre, l'inconnu dans le crime sans cause. Alors, on voit bien que c'est un gendarme parce que il investigue les lieux de maisons hantées, comme je vous ai cité. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément, en fait. Et il pense qu'il y a un hôte inconnu, comme un gendarme qui Ouais. va dire, il y a un criminel qui se Mm. cache là, et il faut savoir quel est le mobile. Vous voyez, le crime Oui. sans cause, qui ne comprend pas le mobile de ces apparitions. Et effectivement, quand vous étudiez ces cas, souvent, ça a l'air d'être gratuit. C'est-à-dire, bon, Mm. on se demande pourquoi il y a des chutes de pierre, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a là. Il n'y a pas de mobile, semble-t-il. Voilà, comme disait Tisanet. Alors, il y a un très bon livre aussi sur Tisanet qui a été écrit par monsieur Philippe Baudouin, qui s'appelle Les forces de l'ordre
de l'invisible. C'est un très grand livre, un grand livre en taille, hein, avec de magnifiques photos et il fait le point sur Tisanet, c'est passionnant. Alors, ensuite, on a en Angleterre, là, je ne peux pas le passer sous silence, Harry Price, qui est un très très grand chasseur de fantômes. On peut dire que pour moi, c'est le plus grand chasseur de fantômes pour l'instant qui existe. Il a enquêté, je ne sais pas combien d'affaires en Angleterre, dont le fameux presbytère de Borley. Il a posé, Harry Price, comment vous dire, il pose les fondations des enquêtes dans les maisons hantées, dans les ruines. C'est un peu le pré-urbex. Il a fondé tout ça. C'est lui qui va explorer beaucoup de lieux. Il va donner de très nombreuses conférences. C'est un auteur prolifique. Il a écrit beaucoup d'articles, de livres, etc. Et on lui doit énormément. D'ailleurs, c'est le premier aussi, c'est l'un des premiers qui expérimente les détecteurs électromagnétiques Mhm. basse fréquence, etc., qu'on connaît aujourd'hui Un comme petit les peu K2. connaître avec tout notre équipement, effectivement, entre le Voilà, les K2, les pods, pods et autres les pods, voilà, c'est lui matériels. le père de tout ça, en même temps, on peut dire. Qui a également connu Flammarion, évidemment, hein, et vice-versa, parce que Price avait, si je ne me trompe pas, alors, il a dû aider à faire publier les livres Maison hantée en Angleterre. Et en Angleterre, son édition, donc Maison hantée de Flammarion, a été extrêmement répandue et vendue. Alors, dans la bibliographie française, on a les Maisons hantées, donc 1923, qui est un grand classique. Alors, on a des versions maintenant modernes que je vais vous montrer. Ça, c'est la version Oui, ça d'origine. ressort régulièrement, effectivement. Et là, c'est un tiré à part qui est disponible aussi dans l'occasion, le château hanté du Calvados, donc chez Arnaud Devège. Vous voyez, ce château a tellement eu D'impact. d'autorité qu'on l'a encore imprimé en 2002. On a toujours les mêmes phénomènes, grosso Oui, c'est ce modo, que hein, j'allais vous dire. On peut effectivement se rendre compte à des voilà. fois avec Et un ça, petit peu c'est intéressant. d'étonnement que les fantômes finalement sont encore là et qu'il se passe les mêmes choses qui se passaient déjà il Ouais, y a 80 ans. les phénomènes sont toujours là et demandent toujours à être étudiés, à être... bon, ça c'est sa théorie, c'est-à-dire Flammarion pense qu'en réalité, pour lui, il n'y a pas de fantôme au sens de mourant, comme ça. C'est plus complexe, enfin, et simple. Il pense que, bon, je l'ai déjà dit, qu'autour de nous, partout, mais absolument partout dans l'univers, il y a une force qu'il appelle les forces naturelles inconnues, qui est de nature intelligente et qui peut-être a en son sein les consciences de toutes les humanités célestes, y compris la nôtre. Mm. Et donc, nous, lorsque nous mourrons, on se désincarne sur la Terre pour se réincarner sur d'autres mondes dans l'univers ou dans les univers. Et tout ça est en relation intriquée et communique et laisse ici et là des résidus, des énergies, Les etc. empreintes. Voilà, et qui sont toutes avec un point commun, c'est intelligent. Mais est-ce que ça veut dire que c'est quand même euh, l'esprit d'un défunt qui va, par exemple, X ou Y parler avec la personne, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui parle, qui se fait passer pour? Ça, c'est le grand Ouais, c'est truc clair. aussi. Est-ce que c'est la mort est vraiment la fin, ou est-ce que c'est un Moi, ce que contrôle je voulais vous poser comme question, Ouais. c'est si Flammarion finalement vivait aujourd'hui, comment est-ce que vous imagineriez qu'il aborderait les phénomènes paranormaux modernes? Alors, on a évoqué tout à l'heure les détecteurs de EMF, le K2, les expériences de TCI, tout ce qui est géophone et spirit box. Quelle serait sa réaction s'il était encore ici? Moi, je pense que, étant donné que c'est un esprit très curieux, qui aimait beaucoup les nouvelles technologies, les techniques, puisqu'il a vécu vraiment des changements extraordinaires, vous savez, il est passé de la bougie à l'électricité, hein, il a connu tous ces changements. Bah, je pense qu'il aurait été d'abord très intéressé par tous ces détecteurs actuels, mais en même temps, je ne sais pas s'il aurait utilisé comme on le fait nous. Je ne suis pas certain, parce que c'était quelqu'un qui avait besoin du contact. Avec les gens qui étaient plus dans l'étude, il aurait peut-être plutôt étudié ce que ça donnait sur le terrain par les gens qui l'utilisent. Ça, il aurait fait. Mais je pense qu'il aurait été fortement intéressé par ces technologies, ces techniques modernes qui utilisent les ondes magnétiques, donc surtout basse fréquence, hein. C'est toujours un plaisir de parler fantômes, pour ma part en tout cas. Voilà, bah, écoutez, merci de m'avoir reçu. Bah, Merci beaucoup. merci de nous avoir emmenés dans ce voyage aux côtés de Camille Flammarion. Alors c'est vrai que dans le premier volet, on avait découvert l'homme, l'humaniste, l'astronome poète qui voulait rapprocher l'univers des hommes.
aujourd'hui, on a exploré une autre facette qui est plus intime et plus mystérieuse, celle du chercheur de l'invisible, du collecteur d'histoires étranges, de l'homme qui n'a jamais cessé de se questionner sur ce qui survit après la mort. Alors Flammarion, de toute façon, ne nous laisse pas de réponse définitive, mais en tout cas, il va nous léguer quelque chose peut-être plus précieux encore, une méthode, une attitude, celle d'un esprit curieux, ouvert, qui a osé franchir les frontières établies sans renoncer à l'exigence de la réflexion. Alors que ses yeux scrutaient finalement les étoiles, son esprit interrogeait les fantômes, deux infinis, deux mystères qui pour lui ne s'opposaient pas, mais se complétaient. Et si justement c'était ça l'héritage de Camille Flammarion, nous rappeler que l'univers est vaste, que l'invisible est peut-être aussi réel que le visible et que la quête de sens ne s'arrête jamais. Et merci à vous, les auditeurs, d'avoir cheminé à nos côtés pour cette émission spéciale. Alors restons curieux et restons ouverts. Merci Jonathan Ginet. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio J pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.